Hebdo Show Algérie revient une fois de plus, mesdames et messieurs, pour la suite de notre débat. Nouvelle polémique, cette fois-ci, qui secoue l'opinion publique chez notre voisin de l'Ouest, le Maroc. Elle concerne la démolition de la mosquée Bab Marrakech, située au cœur de la médina de Casablanca, un lieu emblématique réduit en gravat sans explications officielles. Le peuple marocain est mis devant le fait accompli. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir autour de la table M. Mokran Ait Warabi, journaliste à Al-Moudjahid. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos invités, à ceux qui nous suivent, les téléspectateurs. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Peut-être un commentaire sur ce que subit le peuple marocain aujourd'hui. Des commentaires, plusieurs. Plusieurs, allez-y. Pas un seul uniquement. Effectivement, le peuple marocain aujourd'hui est complètement soumis à un régime dont la trajectoire a été dictée ailleurs. En fait, on est face à un régime complètement vassalisé, sionisé, qui aujourd'hui réprime tout son peuple et justement mène le Maroc sur un terrain que le peuple ne veut pas. D'abord, ça a commencé en 2020 avec cette normalisation contre la volonté du peuple marocain et ça continue avec une série de décisions et d'orientations politiques, géopolitiques qui sont aux antipodes de ce que veut et défend le peuple marocain quotidiennement. On voit le peuple marocain justement investir la rue pratiquement chaque semaine pour exprimer son rejet de toutes ces politiques allant de la normalisation aux politiques socio-économiques aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a la normalisation avec l'entité sioniste et il y a de l'autre côté l'appauvrissement du peuple marocain qui ne cesse de s'accentuer au point où aujourd'hui un Marocain sur deux se retrouve dans une situation de pauvreté. Donc déjà, ça donne une idée sur le marasme social et ça donne aussi l'idée sur ces politiques libérales menées par une caste justement qui profite aujourd'hui de toutes les richesses marocaines. Je parle d'abord de la famille royale, mais aussi de tout ce qu'on appelle globalement du marzen qui tire profit des richesses marocaines au détriment du peuple marocain, comme vous le voyez quotidiennement, les Marocains qui expriment justement ce mécontentement par rapport à la vie sociale, mais par rapport à ces grandes orientations politiques données. Donc cet épisode fait partie d'autres décisions prises par le régime marocain qui visent directement et qui touchent directement le peuple marocain. Je parle de décisions d'expropriation de Marocains pour permettre à des sionistes de revenir justement au Maroc ou de venir au Maroc tout simplement, et en leur offrant du foncier et des maisons qui appartiennent aux Marocains tout simplement. Donc il y a une trajectoire qui a été prise par le régime marocain qui fait face à la pire crise de son histoire depuis le début des années 50 et aujourd'hui encore avec cet entêtement à continuer sur cette voie. Il est en train de s'enfoncer. Encore une fois, on parle donc d'une perte totale de la souveraineté marocaine. Aujourd'hui, le Maroc ne décide pas. Le Maroc applique ce qu'on lui demande de faire. Donc c'est en quelque sorte un proxy entre les mains des Émiratis et des sionistes, pris en étau par cette crise économique. Donc il est en train d'être utilisé sur place. Ces décisions, justement, d'exproprier les Marocains ont provoqué des manifestations parce que, tout simplement, ça signifie une étape supplémentaire dans cette volonté d'imposer cette normalisation au peuple marocain en le ramenant de la sphère institutionnelle à la sphère publique. On a vu l'épisode justement de Syrites juifs qui ont été accomplis devant un monument à Marrakech et qui ont suscité la colère et l'indignation à travers tout le Maroc. Donc il y a cette aussi volonté
d'aller au-delà de cette normalisation institutionnelle pour l'imposer aussi dans la sphère publique marocaine et de rendre ça comme quelque chose de banal et de normal. Karim Belgassem, peut-on dire aujourd'hui que les intérêts du peuple marocain sont relégués au second plan, voire même sacrifiés au détriment des intérêts d'une clientèle étrangère, disons les choses ainsi? Bien entendu, c'est au second plan, au troisième plan, quatrième si vous voulez. Le Maroc se retrouve quelque part colonisé par l'entité sioniste. Et on peut se poser la question de savoir à quoi ont servi les accords d'Abraham qu'ils ont signés en 2020, puisqu'ils se sont faits au détriment du Maroc. C'est quoi le constat qu'on fait aujourd'hui? Alors, dans certains médias, on va mettre en exergue l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aurait été un grand succès par rapport à la construction des stades, et que c'est aussi dans la projection de la future Coupe du Monde qu'organisera le Maroc. Mais derrière tout ça, il y a le mouvement de la génération Z qui n'est pas forcément éteint. Il y a cette contestation sociale et la crise économique. Et quand je dis crise économique, il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Iran avec le détroit d'Ormuz va provoquer et provoque déjà une augmentation des prix alimentaires et des matières premières, et les Marocains vont en être victimes. Donc voilà, on se dit à quoi tout cela ça a servi. Et puis bien entendu, le génocide de Gaza, je dirais, amplifie aussi ces mécontentements. Donc Merzen est loin d'être à l'écoute de la population marocaine. Donc j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une cocotte minute qui va exploser de nouveau à un moment ou à un autre, surtout vis-à-vis de ces événements récents qui arrivent. Justement, certaines voix s'élèvent, Tarek Hafid, pour dénoncer un projet d'occupation et de recolonisation du Maroc que la monarchie et le Merzen semblent finalement cautionner, voire même faciliter. Oui, et puis il ne faut pas oublier que justement le Maroc, depuis une cinquantaine d'années, est lui-même un pays colonisateur. Donc ça rentre on va dire, dans l'idéologie et dans la normalité de ce système. Je suis en train de voir les images de la destruction de la mosquée qui sont impressionnantes parce que la décision a été prise par on va dire, de hauts fonctionnaires, mais l'opérateur qui est en train aux commandes de cette pelleteuse, c'est un simple sujet. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est lui-même qui subit donc le diktat, on va dire, du Merzen. Les policiers qui sont autour pour former un cordon de sécurité, pour empêcher les citoyens, les Marocains de s'approcher, eux aussi. Donc là, maintenant, ce qui est dangereux, en fait, c'est qu'ils sont en train de monter la population l'une, on va dire... les uns contre les autres. L'une contre l'autre. Et c'est ça qui va être dangereux. Surtout dans un contexte de fin de règne où rien n'a encore été décidé, où effectivement l'entité sioniste et d'autres forces sont en train d'imposer ce que va devenir l'avenir du Maroc. Et ça, c'est dangereux. Une chose qui est très simple. L'Algérie a besoin d'évoluer dans un environnement stable. Et il est possible, il est très fort possible, que dans quelque temps, le Maroc soit un pays très très instable. Comme vient de le dire Karim Belgassem. Et voilà, et ça, vraiment, il faudrait vraiment l'éviter au maximum. Et malheureusement, je pense qu'on est en train de se diriger vers cette situation. Badis, un commentaire sur ce que vient de dire Tarek Hafid? Écoutez, j'aimerais bien qu'on revoie les images de cette destruction de cette mosquée. C'est une mosquée à Bab Marrakech, donc c'est dans la vieille ville de Casablanca. Autant vous dire, au-delà de l'aspect promoteur immobilier à outrance pour des promoteurs israéliens, c'est aussi l'identité du peuple marocain qu'on est en train d'effacer. C'est le logiciel d'une culture, d'un patrimoine qu'on est en train d'exterminer, sachant que c'est une mosquée qui est au moins centenaire. Et c'est ça, le Maroc d'aujourd'hui, c'est ça aussi le paradoxe, c'est ça aussi le contraste radical et frontal, à savoir, on a un peuple en détresse et un monarque qui compte sa richesse. On a effectivement ce fossé entre, je dirais même plus puisque c'est devenu un peuple casté, c'est un peuple qui est devenu symbolique, qui est devenu virtuel aux yeux des monarques et aux yeux surtout d'un projet beaucoup plus pernicieux et sibyllin qui est celui de
ces promoteurs israéliens à travers l'entité sioniste, qui aujourd'hui, ça a été dit, le centre de gravité de la décision politique a été délocalisé vers l'entité sioniste. Donc c'est un peuple démuni, un peuple paupérisé, précarisé, mais aussi avec un peuple spolié. Et là, je demanderai peut-être une infographie pour expliquer davantage qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui le peuple marocain aux yeux d'un régime marocain qui n'hésite pas à vouloir satisfaire, séduire le monde sportif à sa manière, je dis bien à sa manière par rapport à la Coupe du Monde, mais en même temps écraser sans vergogne, écraser sans pitié son propre peuple. Aujourd'hui, on assiste à une spoliation d'État, je dis bien d'État. C'est une spoliation méthodique, systémique et même légalisée, puisqu'on voit 42% notamment des terres relèvent du foncier collectif, c'est nouveau. Donc on a des lois qui ont été, notamment la loi 7 de 1981, qui permet le droit de se disposer notamment des terres privées, notamment du peuple marocain. Et croyez-moi que le régime marocain se sont les donné à cœur joie. Vous avez aussi l'eau, cette richesse précieuse, notamment, on a le cas de Fgig, qui est un cas d'école, notamment, où à l'époque on avait repris certains slogans populaires, notre eau n'est pas à vendre, c'est ça ce que vit aujourd'hui le peuple marocain. Donc c'est un peuple, encore une fois, qui subit la gentrification brutale et l'embourgeoisement au détriment d'une volonté, mais surtout aussi d'une attente, l'attente du peuple marocain. Le peuple marocain aussi, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, on a parlé de la Gen Z. Et savez-vous qu'à ce jour, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment la Ligue marocaine des droits de l'homme, vous avez plus de 1473 jeunes qui croupissent encore dans les geôles, dont 330 enfants mineurs, vous imaginez? C'est-à-dire que dans des procédures judiciaires, sans procès, sans rien. Donc c'est ça, le Maroc de 2026, et ce n'est que le début, j'ai envie de vous dire, malheureusement, au peuple marocain. Donc le sursaut est impératif, puisqu'encore une fois, au-delà de la normalisation impopulaire que le régime marocain essaye tant bien que mal d'implémenter, mais surtout aussi d'imposer, ne marchera pas, puisqu'encore une fois, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas un jour où il y a cette volonté à vouloir aller à contresens pour d'abord exister, ou j'ai envie de vous dire résister contre une machine non plus qui est décidée au Maroc, mais qui est décidée chez l'entité sioniste. Justement, malgré la colère populaire, Morlana Ouarabi, et le rejet total de la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste, le Marzen protège tout de même cette normalisation. Parce que c'est son assurance vie, au fait. Aujourd'hui, le Marzen, mon collègue Tarek Hafid a évoqué une crise au sein du palais royal, justement, avec cette maladie du roi qui perdure depuis des années, qui l'empêche d'assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, le Maroc est un pays sans gouvernail. Il n'y a pas de décideur au Maroc précis. Donc, on l'a dit, la décision se prend ailleurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pouvoir légitime marocain qui peut défendre les intérêts du Maroc. On parle du Maroc aujourd'hui en tant que pays, en tant que peuple, qui est pris en otage par des forces qui sont animés par des intérêts étroits et qui obéissent à des puissances étrangères qui appliquent des agendas extérieurs. Et donc ça devient aujourd'hui un poste avancé du sionisme dans la région, et c'est très inquiétant à la fois dangereux pour le peuple marocain qui, comme vous l'avez si bien illustré, aujourd'hui il est pris en otage par toute cette politique du Marzen, et qui est sponsorisée par l'entité sioniste et par les Émirats qui assurent le service après-vente de cette normalisation justement de ces accords d'Abraham. Aujourd'hui, le fait de maintenir, on a vu justement pendant cette agression contre la Palestine, on a vu comment le régime, justement le Marzen, a permis à des bateaux transportant des armes
d'accoster dans ces ports plus normalement du monde, alors que juste à côté, un autre pays qui a qui a eu d'excellentes relations avec l'entité sioniste, qui est l'Espagne, et qui a refusé parce qu'il défend des principes et des valeurs. Donc aujourd'hui, vous avez un Marzane qui ne défend aucune valeur et qui ne défend aucun principe. Au contraire, il est en train de travailler contre les intérêts de son peuple, d'appauvrir son peuple, de le malmener quotidiennement, et tout ça pour juste rester au pouvoir et maintenir ses propres intérêts étroits au détriment du Maroc et de toute la région. Oui, vas-y. J'aimerais bien juste qu'on repasse l'image de cette mosquée parce que j'ai fait quelques recherches et figurez-vous que c'est une mosquée, c'est mosquée de Bab Marrakech à Casablanca dans la vieille ville. Et ben, tenez-vous bien, c'est une mosquée qui a 237 ans d'âge, qui a été construite en 1789. Vous imaginez, c'est ça un génocide culturel, c'est ça un génocide contre l'identité et la culture marocaine, c'est ça aussi un génocide contre les intérêts du peuple marocain. Merci Badis Nissa pour ces détails que vous venez de nous donner, messieurs. Merci donc pour cette partie. On passe tout de suite à Face à l'info. Le continent africain demeure confronté à de grandes problématiques sécuritaires et politiques, notamment en conséquence de la multiplication des actions d'ingérence ou la confrontation des différents agendas malfaisants ayant pour objectif l'accaparement des richesses et le positionnement stratégique sur notre continent. Dans Face à l'info ce soir, on prend l'exemple de la Somalie, pays en proie à des manœuvres menées par l'entité sioniste et les Émirats arabes unis qui menacent l'intégrité de son territoire, mais aussi la stabilité de toute la corne de l'Afrique. Je me tourne une fois de plus vers vous, Mokran Aïtouarabi. On rappelle qu'il y a eu 12 pays, dont l'Algérie, qui ont récemment signé une déclaration condamnant et rejetant les manœuvres sionistes ciblant la Somalie. Tout à fait. Et étrangement, il y a un pays qui il ne fait pas partie des pays signataires, exactement. Voilà, c'est le Maroc. Pourquoi? Parce que à la fois, il a normalisé avec l'antisionisme, mais aussi le Maroc est sponsorisé par les Émirats, qui ont beaucoup d'intérêt dans cette partie, justement, contrôlée par les séparatistes, donc, qui est appelée Somaliland. Encore une fois, on voit cette stratégie de fragmentation des États qui se poursuit justement en Afrique et qui est conçue par l'entité sioniste et assurée sur le terrain par les Émirats qui financent justement la logistique nécessaire pour réaliser cette volonté justement de faire éclater beaucoup de pays pour différentes raisons. On a vu ce qui s'est passé au Soudan, ce qui se passe actuellement en Libye, et là, c'est un autre pays qui est touché, qui est la Somalie, qui est touché dans son intégrité territoriale. Donc, cette reconnaissance de l'entité sioniste de l'État proclamé justement indépendant, le Somaliland, est une attaque directe justement à la Charte des Nations Unies qui garantit justement l'inviolabilité justement de l'intégrité territoriale des États. Donc la Somalie qui est membre de l'ONU normalement, tous les autres membres doivent respecter son intégrité territoriale. Aujourd'hui, donc on est face à une entité qui n'a aucun principe, qui nie de la colonisation et qui aujourd'hui cherche à fragmenter les États africains qui lui sont pas favorables. Mm-hmm. Parce que la Somalie occupe d'abord une position stratégique dans la région, et particulièrement Somaliland par rapport au Bab el-Mandeb, qui est une voie maritime stratégique par laquelle passent 10 à 15% des marchandises mondiales. Donc c'est le commerce mondial, c'est une veine très importante pour le commerce mondial, que l'entité sioniste à travers les Émirats qui ont beaucoup investi dans cette partie de la Somalie, qui est le Somaliland, notamment en contrôlant l'un de ses ports les plus importants, qui est le port de Berbera. Donc à travers ça, c'est cette politique de fragmentation des États en Afrique qui se poursuit
avec le soutien et le sponsor de ceux qui sont dans des logiques colonialistes et néocolonialistes comme le Maroc et bien évidemment les Émirats qui sont aussi animés par le gain est facile et justement cette tentation de spolier des richesses qui appartiennent à ce continent, sachant que le Somaliland est riche en beaucoup de ressources naturelles, au-delà de sa position donc, géographique dont on a parlé, le Somaliland possède beaucoup de matières, ce qu'on appelle les minerais stratégiques, comme le cobalt, le niobium, le tantal. Donc, ces matières premières précieuses très, très recherchées, le lithium aussi, qui est très recherché dans le monde et qui se trouve ici. Donc, il y a cette aussi volonté de spolier ces richesses, justement, à travers cette reconnaissance de l'indépendance d'un État qui n'est reconnu par aucun État au monde. Donc c'est un État très fragile et qui est à la merci de celui qui a reconnu son existence. Karim Belgassem, l'axe Abu Dhabi antitétionniste fragilise aujourd'hui la souveraineté somalienne et menace la stabilité de tout le continent. Mais tout cela, ça fait partie d'un ensemble. Moi, je commence à être fatigué tous les jours de parler de la violation du droit international, de l'atteinte à l'unité territoriale, et de voir aussi des processus de colonisation qui existent encore. On ne le dit pas assez, mais là, c'est de plus en plus fréquent, et ça, c'est parlant. Et flagrant. Comment ? Et flagrant. Et flagrant, et tout à fait. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on disait en début de l'émission par rapport au Tchad, la sécurisation du Sahel également. On fait ce constat flagrant que le droit international n'existe plus et que tout est permis. Des portes ont été ouvertes et je ne peux m'empêcher également de faire le lien sur ce paradoxe et ce cynisme. Vous avez des pays comme la Russie et la Chine qui sont voués aux gémonies parce qu'on parle de dictature et de régime autoritaire, mais aujourd'hui, ces pays se veulent aussi les défenseurs, et même la Chine l'a dit, défenseurs du droit international, puisque à propos de l'Iran, la Russie et la Chine ont dit que c'est une violation du droit international. Donc, est-ce que les BRICS, alors je pose la question, mais j'ai la réponse, est-ce que les BRICS et les pays du Sud global ne vont pas être désormais, ne le sont pas déjà, les dignes représentants du respect du droit international, puisqu'il n'y a que les pays du Sud global qui manifestent leur désapprobation par rapport à tout cela. Donc si on commence déjà à accepter ce qui se passe au Somaliland, il y a raison de plus justement pour développer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment sécuriser tout l'environnement africain, le Sahel, et que les pays africains se prennent en charge également contre cet environnement étranger. Je pense, je vais aller plus en profondeur de ce que tu dis, Karim, dans le sens où je pense que tu as un dénominateur commun, et c'est les Émirats Arabes Unis, l'empire pour moi, actuellement, qui est l'empire du mal, parce que là où il passe, le sang est présent. C'est très important de le savoir. La Corne de l'Afrique devient un espace de compétition. Les Émirats l'ont très bien compris, et c'est pour ça que pour des raisons économiques, pour des raisons stratégiques, port, route maritime, sécurité énergétique, comme l'a si bien dit notre cher invité, je pense que les Émirats ont besoin de ça pour survivre. Les Émirats, depuis 2 mois et demi, sont à l'agonie. Il faut savoir le dire, ça aussi. Ils sont à l'agonie financièrement. Ils ont perdu le totem d'immunité qu'ils avaient d'être un pays safe, un pays où tu pouvais laisser ton portefeuille dehors sans te faire voler. Là. Non, maintenant, tu peux laisser ton portefeuille peut-être sans se faire voler, mais tu te prends un missile ou un drone sur la tête. Donc, il est vide, le portefeuille. voilà. Et je suis désolé de vous le dire, mais donnez-moi un pays où les Émirats sont rentrés comme partenaires ou comme pour aider et qui ne s'est pas fini en bain de sang, en guerre entre ethnies et en meurtre en grande masse. Donnez-moi juste un pays où ça ne s'est pas fini comme ça. Tous les pays où sont passés les Émirats, c'est le chaos. C'est le chaos. Ils ont voulu intervenir en Libye, c'est le chaos. Ils ont voulu intervenir au Yémen, c'est le chaos. Ils ont voulu intervenir au Soudan, c'est le chaos. La Somalie, c'est le chaos. Mais il faut énumérer tous ces pays-là. Et en attendant, ils prennent les richesses, ils spoilent les richesses, ils volent les richesses de ces pays-là.
Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est que le monde n'ouvre pas les yeux par rapport à ça, par rapport à ce travail de spoliation de ces pays. Parce que quand tu vois les Émirats de l'extérieur, c'est pour ça qu'on dit, on me dit, ouais, mais Mehdi, si tu vas à Dubaï, tu vas voir, c'est beau. D'accord. De toute façon, je ne vais pas à Dubaï. Donc, de toute façon, c'est pas l'endroit où j'irai pour les 25 ou 30 prochaines années. Mais c'est superficiel. Il n'y a pas d'histoire. D'accord. Vous avez des piscines, vous avez des immeubles, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'âme. C'est un pays sans âme, c'est une ville sans âme, d'accord. Mais quand tu donnes de l'argent à des milices privées pour après pouvoir détenir des mines ou des choses comme ça, et créer du sang, créer des guerres, la fitna, on appelle ça la fitna, à la fin, c'est ce qui se passe. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Somaliland, c'est juste un prétexte pour pouvoir encore une fois spolier, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ne produisent pratiquement rien. Le tourisme maintenant, qui était l'une de leurs premières ressources financières, le tourisme est mort. L'immobilier se casse la gueule, il faut savoir le dire. L'immobilier, c'est moins 30% en 2 mois. Moins 30% en 2 mois. Tout le monde savait déjà que Dubaï, c'était une bulle immobilière, et que là, elle a éclaté en plein vol. Moi, je vous le dis, les grandes compagnies internationales sont parties, que ce soit à Singapour, que sont parties dans des villes beaucoup plus, enfin dans des pays ou des villes asiatiques, et quittent Dubaï à vitesse grand V. Donc ça aussi, il faut le savoir. Il faut savoir toujours montrer les 2 faces cachées en fait de la pièce. Et c'est important de dire les vérités. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le poids des définitions. Il est important, quand on parle de ce type de thématique, de vraiment bien choisir les mots, parce que parler de Somaliland, c'est cautionner justement ce fait accompli ou ce choix du fait accompli. Oui. Moi, j'appellerais plutôt une zone sécessionniste. Exactement. Notamment où il y a cette tentative de fragmentation, de balkanisation de la région, avec l'entité sioniste comme donneur d'ordre, mais les Émirats comme argentiers, puisqu'il y a, les milices ont besoin d'être financées, et ils ont besoin de beaucoup d'argent. Comme bras armés, pas que comme argentiers, parce qu'ils travaillent sur de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc c'est aussi comme bras armés. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe effectivement un projet qui est celui de développer un logiciel, ce qu'on appelle le logiciel de fragmentation. Aujourd'hui, les États africains, aujourd'hui ce qui se passe en Somalie, c'est un avant-goût de ce que ça va être, puisqu'on le voit d'ailleurs, je disais au début de l'émission, vous avez la Corne d'Afrique, vous avez le Soudan, tiens, qui est aussi derrière, c'est les milices notamment payées par les Émirats, avec la bénédiction notamment de l'entité sioniste. Et puis on va vers justement cette ceinture très importante, puisque c'est elle qui permet de lier et de souder cette Afrique. Et c'est pourquoi en fait, l'entité sioniste veut, au-delà, oui, du port de Berbera, puisqu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le golfe d'Aden, c'est Bab el-Mandeb, c'est la mer Rouge. Donc autant vous dire, c'est un corridor stratégique pour le commerce international dans l'avenir. Mais au-delà des ports, puisque Abu Dhabi effectivement achète des ports ou s'accapare des ports, correction puisque la définition est importante, pendant que l'entité sioniste, elle essaye de cautionner diplomatiquement, cautionner politiquement à travers justement cette reconnaissance unilatérale, rappelons-le, et d'ailleurs c'est le seul pays qui a reconnu cette zone sécessionniste appelée Somaliland, d'accord, moyennant bien sûr l'accès à toutes les richesses de cette zone. Donc autant vous dire qu'effectivement ce qui se trame aujourd'hui, il est très dangereux, très important, et c'est pourquoi nous devons être vigilants, et c'est pourquoi je reviens par opposition à la diplomatie algérienne qui, elle, s'inscrit dans une diplomatie, non pas dans une tentative d'aventurisme dans laquelle nous mène l'entité sioniste, les Émirats, mais également, de l'autre côté, aux extrêmes, le Merzen, qui veulent justement diviser cette Afrique, balkaniser cette Afrique, mais surtout aussi la mettre au pas d'un projet qui ne nous concerne pas. Merci Badis, merci à tous d'avoir été là ce soir. Mohran et Touarabi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, restez avec nous dans quelques instants des Z-Showtime.